Rebonjour à tous, en direct du 10e championnat du monde feeder à Rieux. Alors comme promis, on est juste avant la période d'amorçage. Donc je me suis mis en fait derrière le Belge Wesley Wout. Je lui ai demandé un petit peu comment ça se prononçait, donc cette fois-ci ça devrait être pas mal. Et puis à sa droite il y aura Steve Ringer, donc c'est pour ça que je me suis placé là. On pourra suivre donc l'amorçage des Belges qui sont, je le rappelle, assez largement en tête à l'issue de cette première manche. Et puis on tournera la caméra ensuite pour voir l'amorçage, en tout cas la fin de l'amorçage de Steve Ringer, le grand champion anglais, le plus titré au championnat du monde feeder avec une médaille d'or et 2 médailles d'argent en individuel. Et puis évidemment 2 titres de champion du monde par équipe. Donc ça va être intéressant de regarder ça. Tout à l'heure on a vu le contrôle des èches des Belges. Si vous avez suivi, vous avez vu qu'il y avait effectivement des petits flacons d'additifs. On m'avait signalé ça hier, donc j'ai regardé ça d'un peu plus près aujourd'hui. Je lui ai posé la question, je n'ai pas hésité tout à l'heure. Bon, il m'a dit c'est notre secret forcément. Bon, moi j'ai cru reconnaître dans les 2 petits flacons, en tout cas l'un d'entre eux, qui serait pour moi du Vitamino. C'est un additif liquide qui est assez connu et très utilisé par les pêcheurs, en particulier hollandais et allemands. Et on sait que l'équipe de Belgique est composée principalement de pêcheurs flamands qui pêchent beaucoup aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc c'est probablement ce produit. Alors c'est quoi la particularité de ce petit additif? C'est le plus petit des 2 flacons qu'on a vu dans le contrôle des èches des Belges. En fait c'est un additif qui sert surtout à booster l'èche qu'on met à l'hameçon, en particulier les petits vers de terreau. C'est un produit qui visiblement doit être assez acide parce que dès qu'on en met quelques gouttes sur un petit verre, il se met à bouger absolument dans tous les sens. Donc je sais par expérience que les Hollandais aiment beaucoup utiliser ce type de produit quand ils pêchent les brèmes au verre. Pour l'autre additif, pour l'instant, je n'ai pas encore d'explication, mais je vais chercher, vous inquiétez pas, je finirai bien par trouver. Pour le reste, j'ai remarqué également qu'ils avaient quand même un peu plus de terre de somme que tout le monde dans le contrôle des èches. Tout le monde a de la terre de somme, mais eux ils en ont une bonne quantité. En revanche, ils n'ont pas énormément d'amorce, ils ont peut-être 5 litres d'amorce seulement. Une amorce qui est marron, un peu moins sombre on va dire que l'amorce française ou l'amorce anglaise qu'on a vu au moment du contrôle des èches. Autre particularité de son amorce, elle semblait vraiment fortement surmouillée. Les Belges ont l'air de vouloir avoir vraiment une amorce inerte sur le fond. Donc elle a dû être mouillée le soir précédant la pêche pour laisser bien le temps aux particules de se gonfler d'eau et être pas trop active, parce que effectivement s'ils recherchent les brèmes, ils ont intérêt à avoir un mélange qui reste plaqué sur le fond. Or, il y a quand même beaucoup de fond ici, donc il ne faut pas perdre ni amorce ni èche à la descente. Quand le feeder descend vers le fond, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'èche ou d'amorce qui se dispersent et qui risquent d'attirer les plus petites plaquettes. De la même façon, j'ai regardé également son fouillis, c'est bien du fouillis russe. Alors ça, c'est quand même une particularité qu'ont beaucoup d'équipes, ce n'est pas seulement les Belges, mais ils choisissent un fouillis russe parce que c'est un fouillis très inactif. Quasiment on a l'impression qu'il est mort. Tout à l'heure je l'ai vu, il l'a décollé avec de la terre de somme, il n'y a pas une larve qui bouge. Donc c'est pour la même raison. C'est pour être certain qu'il n'y ait pas du fouillis qui commence à sortir du feeder avant de toucher le fond, ou qui commence à se dandiner en nageant de haut en bas une fois sur le fond. Alors, ok, c'est bon quand on pêche le gardon, ou c'est bon quand on pêche au cou, parce que quand on serre les bouts de l'amorce, on a tendance quand même à calmer les ardeurs, je dirais, du fouillis. Mais dans un feeder, il n'est pas très conseillé quand même de mettre un fouillis trop actif, surtout quand on recherche les brèmes. Voilà. Donc sinon, vous voyez que le temps est un peu plus couvert qu'hier, mais le ciel est en train de se dégager, malheureusement. J'ai l'impression que le soleil va faire son apparition. Il n'y a toujours pas de vent annoncé. On nous annonçait un vent à 20-25 km/h pour l'instant. L'eau, vous voyez, est tout à fait calme. Donc on va attendre un petit peu. La météo, surtout en Bretagne, c'est assez difficile de faire des prédictions.
Mais si les conditions restent difficiles, espérons qu'on aura changé de stratégie. Je pense que les Français sont un peu plus confiants qu'hier sur les quantités de poissons à prendre. J'espère qu'ils ont raison. J'ai vu que Romain a coupé beaucoup de verres. Donc s'il y a une chose qu'ils ont changé visiblement, c'est qu'ils vont être un peu plus agressifs au niveau des éches. Hier, ils ont utilisé des amorces très pauvres, beaucoup de fouillis. Aujourd'hui, ils ont l'air de vouloir mettre plus de verre coupé. C'est parti, on vient d'entendre le coup de pétard et on va regarder l'amorçage du Belge. Alors, je vais vous donner la distance approximative. Il ne pêche pas excessivement loin. Ce secteur, c'est pas utile de tirer trop loin. Je dirais qu'il est autour de 35 mètres. Un petit peu comme ce qu'a fait Mika hier en fait. Mais rappelons que Mika hier était pas très loin, il était au numéro 6, ici on est au numéro 9. Donc ça veut dire qu'on peut atteindre les fonds relativement importants sans avoir à lancer très loin, contrairement au secteur plus loin, au secteur B et C, où il faut souvent lancer jusqu'à 50 mètres. Alors de la même façon que ce que je disais hier quand j'étais derrière Mika, vous remarquez que il fait bien attention que le feeder soit parfaitement vide avant de commencer à le ramener pour avoir un amorçage le plus précis possible. Alors il n'utilise pas du tout de canne spécifique, contrairement aux Français. Vous voyez qu'il utilise une canne feeder classique avec un feeder de type belette, donc un feeder type missile, on va dire, avec un plomb terminal pour amorcer. Il n'utilise pas de grosses cannes spécifiques et de feeder de gros diamètre. Donc la quantité d'amorce et d'èche qu'il dépose à chaque lancer est quand même assez nettement moins importante. Donc on va voir s'il lance, ou combien de fois il lance, pour savoir à peu près quel est son amorçage de départ. Alors, je vais essayer de voir ce qu'il met. On ne peut pas voir avec la tablette, mais effectivement c'est de l'amorce avec, visiblement, il y a quand même déjà un peu de terre de somme dedans. Alors je vais me retourner un petit peu et on va tranquillement regarder un petit peu Steve Ringer de l'autre côté. Alors, donc voilà, on est avec Steve qui est d'ailleurs avec son frère Phil, qui est remplaçant aujourd'hui, donc ça veut dire que les Anglais n'ont pas changé d'équipe. C'est pas une obligation, ça dépend des stratégies de chaque équipe. Des fois on change, des fois on estime qu'il n'y a pas lieu de changer. Donc les Anglais se disent que finalement ils sont pas si loin, ils sont 4e, juste devant les Français, 3 points de différence et seulement 3 points derrière les Pays-Bas. Donc eux aussi peuvent tout à fait lutter pour essayer de remonter à la seconde place. Alors là, on voit la différence, c'est que Steve utilise, comme les Français, une canne d'amorçage, donc une canne puissante, une canne à carpe, tout simplement, avec un gros feeder. Et vous voyez qu'il amorce, mais qu'il a les yeux fixés sur le Belge. Donc, c'est ce que je dis, les Anglais, depuis le début, n'ont pas l'air certains. S'ils étaient absolument certains de ce qu'ils faisaient, je les connais bien, je peux vous dire qu'ils ne passeraient pas tant de temps à regarder un peu tout autour ce que font les autres. Voilà, lui, une canne à carpe et un feeder d'amorçage qui contient évidemment un peu plus d'amorce. Quoique le sien n'est pas si énorme que ça, un peu moins gros quand même que ceux des Français. Alors la taille du feeder d'amorçage de départ, c'est pas forcément un élément déterminant. C'est certain que si vous utilisez un très gros feeder d'amorçage, vous avez intérêt à pas vous louper. C'est tout. S'il est un peu plus petit, si vous avez un lancer un petit peu qui part sur le côté, c'est moins grave. Alors je vais basculer de nouveau du côté de notre ami belge qui
continue son amorçage. Alors je rappelle qu'au feeder, l'amorçage c'est 10 minutes. Tout simplement parce que évidemment on met plus de temps à construire un coup que si on jette des grosses boules à la main ou même à la coupelle. Voilà, mais visiblement ça a l'air terminé pour le pêcheur belge. Alors là il est en train de prendre une canne avec un feeder plastique ouvert. Alors est-ce que c'est la ligne avec laquelle il va commencer à pêcher ou est-ce qu'il va amorcer maintenant avec un autre type de feeder? C'est assez intéressant. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez qu'il faut toujours regarder les choses en détail. Il a commencé en amorçant avec un feeder de type missile, donc plus ouvert, et maintenant il amorce avec un feeder ouvert, c'est-à-dire avec un corps en plastique avec très peu de trous, qui a comme particularité évidemment de mieux protéger les éches et donc d'être certain de déposer les appâts sur le fond sans qu'il y ait de particules qui s'échappent à la descente. Alors s'il fait ça, c'est sans doute qu'il met peut-être un peu plus d'èche dans ce type de feeder et que donc évidemment si on met du fouillis ou des verres coupés avec seulement 2 petits bouchons d'amorce, on a intérêt à bien les protéger si on ne veut pas que ça s'échappe avant de toucher le fond. Donc c'est assez intéressant. Donc je répète, un amorçage de départ en 2 temps avec un feeder de type missile, donc avec un corps en cage métallique qui va avoir tendance à se disperser quand même un peu plus vite, donc je pense plus d'amorce et un peu moins d'èche. Et ensuite un deuxième temps, un feeder ouvert en plastique, sûrement avec plus d'èche et un peu moins d'amorce. Il y a quand même l'aisance au lancer, c'est très fluide, on voit que c'est un pêcheur qui a l'habitude de lancer des feeders. Il n'y a pas de cassure dans le geste, c'est un mouvement très continu, tout en souplesse, il ne force pas du tout, et il est évidemment d'une grande précision. Mais bon, à ce niveau-là, c'est pas trop une surprise quand même. Alors on va voir combien il en met de ce type de feeder. C'est déjà le deuxième, il est relativement important quand même. Donc au niveau de la taille, ça lui permet quand même de déposer pas mal d'èches. J'ai l'impression que, encore une fois, il y a pas mal de terre de somme quand même dans ces bouchons d'amorce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chose quand même que j'ai notée et qui est assez importante. Les Belges ont plus de terre de somme que les autres équipes et une amorce pour moi beaucoup plus mouillée, un peu moins sombre. Elle est quand même marron, hein, un marron, un peu roux. Alors que pour les Français et les Anglais, on tire plutôt côté noir, les Hongrois aussi d'ailleurs. En revanche, on a vu que les Néerlandais hier avaient des amorces carrément, eux, jaunes. Voilà, donc en fait, il a jeté 3 ou 4 de ces feeders ouverts. Je le vois d'ici, là, son feeder qui est en train de se balancer. C'est bien un feeder Preston, classique, ouvert. Et maintenant, il va pêcher. Donc, il va attaquer avec un montage en fait en potence. Hein. Il n'est pas sur un montage à plat, il a une petite potence de environ 5 cm, je dirais. Et ensuite, un petit feeder de type Nisa, de type missile. Donc avec un corps en plastique et un plomb terminal. Et il est en train d'écher, son bas de ligne est tout à fait dans la moyenne, on dirait, je dirais entre 60 et 70 cm. Ni trop très très long, hein, puisque des fois on est amené à utiliser des bas de ligne de 80 cm, voire 1 mètre, quand les poissons sont difficiles.
ou alors qui sont un peu décollés ou qui se tiennent plus éloignés de l'amorce, mais là on est tout à fait dans la longueur de bas de ligne habituelle quand on attaque une pêche au feeder et qu'on ne sait pas encore trop comment le poisson va se comporter. En général 60-70 cm c'est la longueur moyenne. Après on raccourcit si les poissons sont très agressifs, ou si on loupe un peu trop de touches, ou alors à l'inverse on rallonge si vraiment les poissons sont très difficiles. Voilà, il est prêt, tout est éché. Donc évidemment au feeder on commence par écher l'hameçon et puis ensuite on remplit le feeder et voilà, c'est parti. Et voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a souhaité bonne chance à son voisin Steve Ringer. On est très fair play, mais pendant les 5 heures, on va faire le maximum, évidemment. Voilà, alors on va regarder peut-être les 3-4 premières minutes de cette seconde manche. Vraiment très incertaine, parce que je rappelle que les 5 nations, entre guillemets, qu'on attendait au tournant se tiennent en 10 points, juste derrière la Belgique qui a une avance très confortable et qui devrait remporter ce championnat du monde, et les surprenants Espagnols qui sont deuxièmes avec 17 points, qui ont donc une dizaine de points d'avance sur les Hollandais qui sont pour l'instant troisièmes. Mais je rappelle que les Espagnols ont un tirage au sort assez délicat aujourd'hui, donc ça va être difficile pour eux de résister à la meute qui est derrière eux. Alors on va rester un petit peu, mais je pense qu'on ne sera pas la peine de rester trop longtemps comme ça à attendre la touche, parce que si c'est comme hier, on se souvient que Mika, la première heure, il avait simplement 2 tout petits poissons. Donc dans ce secteur, il y a eu des scores, puisque le meilleur score a été réalisé par un Allemand au numéro 2 avec plus de 10 000 points. Mais en général, les poissons mettent une bonne heure à arriver. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que le Belge commence à prendre du poisson les 5 premières minutes. Enfin, en tout cas, je pense que vous avez pu apprendre pas mal de choses, que ce soit avec le contrôle des èches et l'amorçage. On a vu pas mal de choses intéressantes. Et puis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à la mi-temps pour faire un point complet. Je pense qu'on aura des choses déjà assez intéressantes à relever. On y verra peut-être un peu plus clair. Déjà pour savoir si les Espagnols ont une chance de conserver leur deuxième place ou pas, et puis surtout dans ce que j'appelle le groupe des 5, savoir qui s'en tire le mieux à la mi-temps. Voilà, à tout à l'heure.